Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai le privilège de recevoir un invité que j'ai déjà reçu ici, à la star d'André Berkoff. On est ravis de le recevoir à nouveau. C'est quelqu'un de bien connu de nos spectateurs puisqu'il est avocat. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne Les Incorrectibles sur YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. Et c'est grâce à vous, en effet, nos abonnés Utréon, nos contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces nouvelles émissions. Cet invité, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Juan Branco. Bonsoir maître. Bonsoir. Ravi de vous recevoir à nouveau. Alors je vous propose de revenir d'abord sur votre actualité d'avocat, ce qui va nous permettre d'aborder un certain nombre d'affaires et de sujets de société. Mais avant cela, la première affaire que j'aimerais aborder avec vous, elle nous concerne un petit peu tous les deux, puisqu'elle concerne une plainte pour diffamation de Martin Hirsch en raison de propos que vous aviez tenus dans cette émission. Alors j'aimerais publiquement qu'on aborde cette affaire et que vous nous expliquiez un peu où on en est d'abord de cette affaire. Martin Hirsch, au passage, bénéficie de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, en quoi cela consiste, Juan Branco? Je comprends qu'on commence par les éminences de notre civilisation. Martin Hirsch était le directeur de la PHP parce que je pense sincèrement que les gens l'ont oublié et à raison. C'est celui qui a détruit le RMI et l'a remplacé par le RSA en mettant en une situation de grande souffrance des millions de Français en rendant plus compliqué l'accès aux droits à un moment de crise économique majeure. Quelqu'un qui a fait toute sa carrière au crochet de l'État et qui s'est construit avec l'aide d'un certain nombre de réseaux dans l'espace médiatique, une image sinon de saint, du moins de personnes désintéressées, alors qu'il a accumulé littéralement des millions d'euros de salaire au cours de sa carrière. À ce point-là, grâce à l'État, j'ai fait le calcul justement du fait de cette procédure, on est autour de 4 millions d'euros payés par les contribuables, et c'est cette même personne qui, pendant la crise du Covid, avait dit que pour faire des économies, il vaudrait peut-être mieux réfléchir au fait de ne plus soigner, ou de ne plus prendre en charge, pour être précis, les personnes qui ne s'étaient pas faites vacciner. Pour bien comprendre, pardon, Juan Branco, il aurait il aurait eu 4 millions. Oui, en cumulé, c'est ce que l'État, c'est-à-dire nous, lui avons versé, tout cela pour qu'il finisse par indiquer que pour faire des économies, l'État devrait réfléchir à ne plus prendre en charge les patients qui n'étaient pas vaccinés pendant la crise du Covid. C'est aussi quelqu'un qui a été en fait, moi je les appelle sans que ce soit dénigrant, les chiens de garde, c'est-à-dire vraiment une personne qui, pour arriver au plus haut poste de la République, l'a fait non pas grâce à un talent, mais grâce à l'entre-gens, donc sa capacité à se compromettre avec des politiciens qui, en échange, lui faisaient avaler toutes les couleuvres et adopter les réformes qu'il souhaitait pour faire des économies, c'est-à-dire en fait accroître le pool de ressources disponibles pour le redistribuer dans le petit Paris. Donc quelqu'un qui, grâce à son entre-gens, grâce à ses réseaux, notamment médiatiques, a réussi à se faire passer pour une sorte de grand bienfaiteur, parce qu'il a réussi à se présenter en successeur de l'abbé Pierre. On sait que ça s'est très mal passé en fait à la fondation Abbé Pierre, que son départ pour le gouvernement Sarkozy, alors qu'il se disait socialiste, a été très mal vécu. Et c'est un peu le modèle de Kouchner, vous savez, cet ancien ministre socialiste qui est devenu sarkozyste et qui prenait ses sacs de riz sur des plages et qui instrumentalisait la souffrance de jeunes enfants africains pour se faire valoir et devenir une icône en France. D'ailleurs, il a travaillé dans le cabinet Kouchner avec des éminences comme Aquilino Morel, puis après il est rentré dans les réseaux de la proximité. En fait, c'est des gens comme Jérôme Cahuzac, dont la directrice de cabinet, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le compte en banque en Suisse alors qu'il était ministre du Budget. Sa directrice de cabinet est celle qui a succédé à Martin Hirsch à l'ARS, qui lui a attribué la protection fonctionnelle. Alors voilà, c'est de ça dont j'aimerais commencer. L'État finance les procédures que Martin Hirsch lance. Voilà, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on a été attaqué donc solidairement en référé, en première instance. On a gagné, c'est-à-dire qu'il a été débouté. Il a fait appel de ce référé, on a à nouveau gagné en référé, puis moi j'étais surpris, après la première décision de référé, de recevoir un chèque au titre de l'article 700, c'est-à-dire qui rembourse nos procédures de défense, de la PHP, puisqu'il était à l'époque, il ne l'est plus directeur général de la PHP, et c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye, dites-moi si je me trompe, ses frais d'avocat. Alors que la Cour a décidé justement que sa procédure n'était pas justifiée. Donc il fait payer les contribuables des procédures qui ont pour but d'intimider. Après, franchement, je pense qu'il vaut mieux que cet argent vous revienne plutôt qu'en salaire et autres primes
à M. Hirsch, qui gagnait 200 000 € par an en moyenne lorsqu'il était directeur de la PHP, lors desquels il a évidemment supprimé un nombre de postes importants, refusé des revalorisations, ce qui a amené notamment au départ de nombreuses infirmières et de médecins, ce qui a amené à la crise que l'on sait. Et donc, on se retrouve dans une situation où... On met les choses dans leur contexte, hein. C'était 2 000 €, donc c'était pas plus gigantesque. Vous n'avez pas gagné de fortune, mais par contre, ses frais d'avocat à lui ont été pris en charge par l'État du fait d'une décision qui était prise par... C'est-à-dire un peu par nous. Voilà, par la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac, à l'époque où celui-ci était ministre de budget, qui entre-temps a réussi à continuer à faire carrière, parce que c'est pas très grave finalement d'avoir été aux côtés d'un des ministres qui a fait le plus scandale de la Ve République. Lorsque l'on appartient au grand corps, on peut continuer sa carrière sans difficulté. Et qui avait sauvé d'ailleurs cette femme au moment où, évidemment, plus personne ne voulait l'approcher, où elle faisait l'objet d'auditions au sein de la commission d'enquête du Sénat qui visait à comprendre ce qui s'était passé pendant cette affaire. Eh bien, c'était Martin Hirsch qui l'avait nommé à un poste pour un peu l'exfiltrer. Et c'est celle-ci qui, maintenant, prenant sa suite au sein de lui a accordé, donc. De l'ARS, voilà, lui a accordé cette protection fonctionnelle. Et donc, on est sur des jeux comme ça, vous voyez, où l'impunité se construit, se prolonge, et quelles que soient les décisions de justice, finalement, ça me fait penser, parce que j'ai plaidé pour parler de choses peut-être un peu plus intéressantes, parce que ces individus, vraiment, sont assez médiocres, et la seule chose qu'ils arrivent à faire, en fait, c'est entraver, rendre difficile la vie des personnes qui en exposent. La liberté d'expression peut-être aussi, oui, parce que ça dit quoi la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est finalement? On peut dire tout et n'importe quoi à travers la liberté d'expression. Moi, je préfère l'expression droit d'informer, déjà, d'une part, et d'autre part aussi, on est dans un rapport de force. On est face à des individus qui sont protégés par des structures étatiques très puissantes, qui ont pris toutes les décisions qui nous ont amenés à l'abîme actuel, qui amènent des gens aujourd'hui encore à mourir dans les brancards parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Et c'est ça en fait, qui touche, je pense, aujourd'hui votre audience. C'est qu'on connaît tous aujourd'hui un ami, un cousin, un frère, une tante qui s'est retrouvé à attendre 15 heures aux urgences alors qu'il était dans une situation difficile, ou que sa fille ou son enfant, et qui n'est pas accueilli parce que en fait, ces gens, pendant des années, ont pu prendre des décisions en toute impunité et qui continuent à utiliser les moyens de l'État pour s'assurer que cette impunité demeure. J'ai plaidé au Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. J'ai eu ce privilège, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire vous avez plaidé devant Laurent Fabius, Alain Juppé et ainsi de suite. Être intimidant, ça, non? Intimidant. Enfin, je parle plutôt du Conseil constitutionnel. Vous savez, je suis assez habitué aux ordres de la République. J'ai été employé par la République au Quai d'Orsay quand j'étais très jeune, déjà dès l'âge de 22-23 ans. J'ai été élevé en fait dans ces espaces, et donc j'ai perdu cette forme d'intimité. Donc ça ne vous intimide pas? Ça m'impressionne pas, et j'ai plutôt du dégoût à ceux qui ne se montrent pas à la hauteur, envers ceux qui ne se montrent pas à la hauteur de ces lieux qui sont en effet... Vous vous sentez investi d'une mission? Je pense que quand je me retrouve devant ces gens-là, après les souffrances qu'ont connues les Français pendant cette période, dont une partie est attribuable à ces institutions, c'est en effet important de se montrer à la hauteur et de porter une parole qui résonne. Et en l'occurrence, c'était au sujet des législatives dont on avait demandé des annulations sur le fondement de l'abstention. Vous voyez, lorsque on arrive à des taux d'abstention qui atteignent dans certaines circonscriptions 85%, c'est-à-dire qu'en fait, les députés sont élus grâce à 3 ou 4% du corps électoral. Vous avez souhaité faire annuler les élections législatives. Voilà. Notre avantage, c'est, ayant grandi dans cet espace-là, ayant été formés dans leurs écoles, Sciences Po, Normale et compagnie, d'un côté, ils ont du mal à appliquer des stigmates sur moi, ce qui explique la tentative de me rendre monstrueux. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent pas me regarder de haut parce qu'ils auraient fait de plus grandes écoles que moi, ou ainsi de suite, ils sont obligés de passer par le biais. Mais quand même, ils sont obligés aussi de traiter avec un minimum de respect et de déférence ma parole, ce qui n'est pas le cas du reste des Français, ce qui est profondément injuste et insupportable. Mais du coup, moi, j'essaie d'utiliser ce privilège pour rendre la parole à ceux qui n'ont pas eu cette chance, ce bénéfice. Oui, mais avec, la menace, je le disais en début d'émission, d'être attaqué pour diffamation. Donc, vous avez d'autres procédures en permanence. Vraiment, au quotidien, pas très peu en termes de diffamation, c'est parce que c'est des erreurs, parce que je sais ce que je dis, c'est fondé, c'est formé, je connais le droit, et ils perdent. Ils perdent quand ils m'attaquent. Je vais avoir le seul procès que j'ai, à part celui-là, sur ce domaine, c'est Bouygues qui m'attaque devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir révélé comment, en fait, la construction de ce nouveau bâtiment, parce que le tribunal à Paris n'est plus au centre de Paris, vous savez, dans ce palais extraordinaire qui accueillait
la justice française depuis 10 siècles. Sur l'île de la Cité, avec la Sainte-Chapelle, avec une sorte de merveille architecturale. Il y a toujours la cour d'appel, je crois, quand même. Il y a la cour d'appel et la cour de cassation, et il n'y a plus les tribunaux de première instance, le tribunal judiciaire, qui a été migré, envoyé au Batignolles, dans un bâtiment complètement désincarné, qui a une sorte de mélange d'hypermarché et d'aéroport, avec c'est intéressant, ils ont créé plutôt un beau bâtiment moderne, là, si je me fais un peu l'avocat du diable. Ça pourrait être un bâtiment de bureau complètement anodin, il n'y a aucun symbole, mais volontairement, c'est intéressant, l'architecte l'a raconté, il a dit « je voulais qu'il n'y ait rien d'intimidant ». Mais pardon, mais si lorsque vous allez dans un tribunal rendre justice ou obtenir justice, il n'y a rien de symbolique qui ait une forme intimidante, voire d'écrasement, qui montre qu'il y a une forme d'autorité qui n'est là, c'est que vous êtes déjà en train de dégrader la société. Et là, dans cette sorte de hall d'hypermarché avec des escalators, des trous dans les plafonds qu'ils appellent des Marilyn parce que ça ressemble à la robe de Marilyn Monroe. Enfin, vous voyez, vous rendez compte du niveau de désacralisation que l'on a mis en place, qui a coûté près de 4 milliards d'euros aux contribuables. 4 milliards d'euros alors que ce n'était pas un bâtiment nécessaire. Et moi, j'ai révélé comment cette chose où il y a des fuites, évidemment tout de suite, fruits de défaillance, en fait, dans la façon, l'eau qui coule à travers les murs, alors que c'est un bâtiment tout à fait moderne. J'ai raconté comment, en fait, c'était une offrande qui avait été faite par M. Sarkozy lorsqu'il était président à son ami Martin Bouygues, très proche ami, après qu'il a attribué la licence téléphonique à Free et à Xavier Niel. Vous vous souvenez de ce moment où on est passé de 3 opérateurs à 4 opérateurs. C'est une décision d'État. Donc l'État décide qui a le droit de participer à ce négoce, et donc d'avoir une rente à vie, parce que vous imaginez bien quand il n'y a pas de concurrence, parce que c'est l'État qui décide quel acteur économique peut rentrer ou pas, si vous n'êtes que 4 à vous répartir l'ensemble du marché téléphonique français, la conséquence c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez avoir une garantie, une rente à vie, vous avez des coûts d'entrée assez importants, vous devez investir des millions au départ, mais derrière, en fait, vous allez rentrer toutes les années avec un bénéfice important. Donc en fait, c'est une machine à fabriquer les oligarques, et Bouygues était furieux qu'on ait permis à Xavier Niel d'avoir accès à ce marché, ce qui réduisait un peu ses marges. Les parts de marché de Bouygues. Et Bouygues, c'était F1. Donc c'est le 20h. Donc en fait, Bouygues qui avait appuyé pendant 20 ans Nicolas Sarkozy, qui lui avait offert table ouverte sur TF1 pour construire sa notoriété, se sentait trahi et a exigé des contreparties. Et parmi elles, la construction de ce tribunal ahurissant en termes à la fois économiques, 4 milliards d'euros pour un bâtiment qui n'était pas nécessaire, et évidemment, par ailleurs, en termes de symbolique, d'esthétique, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de besoin non plus, là, pardon, encore une fois, de... Bien sûr que non. On est sur une situation, aujourd'hui, l'île de la Cité est à moitié vide. Parce qu'en fait, il y a un affaissement complet de la vie au cœur de la ville, ce qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement destructeur. C'est qu'aujourd'hui, l'île de la Cité, il n'y a plus que les quelques avocats qui exercent à la cour d'appel ou à la cour de cassation, la préfecture qui est un bunker, et après les touristes qui viennent se balader. Il n'y a plus personne qui y vit, il n'y a plus personne qui y travaille, parce qu'évidemment, le gros des fonctionnaires travaillent sur les tribunaux de première instance. C'est là où il y a le plus de conflits. Et donc, il y a une dévitalisation de la ville qui, ajoutée à la spéculation immobilière, appauvrit encore un peu plus Paris et fait que cette capitale rayonne de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Bouygues, par l'entremise de M. Salas, qui était son secrétaire général, directeur des affaires juridiques, qui était très proche d'Emmanuel Macron, son conseiller pendant la campagne présidentielle, qui espérait être nommé et qui n'a pas pu l'être. Là encore, l'entre-gens oligarchiques, avec cette idée de derrière obtenir des visibilités sur TF1. Enfin, vous voyez, on trouve des accords, des choses auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais conseiller de la future ministre de la Culture pendant la campagne de François Hollande, lorsque j'ai été reçu par l'alors patron de TF1, Nonce Paolini, qui en gros essayait d'organiser la trêve entre les socialistes et Bouygues, justement parce que Bouygues, se sentant encore blessé par Nicolas Sarkozy, avait décidé de ne plus prendre parti pour lui pour la campagne de sa réélection, ce qui a d'ailleurs été extrêmement favorable pour Hollande, en échange de quoi toutes les critiques extraordinaires qu'il y avait contre TF1 à l'époque, par Arnaud Montebourg et ainsi de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce moment où les socialistes étaient remontés contre TF1, se sont soudain éteintes, et le quinquennat de Hollande s'est parfaitement passé pour M. Bouygues, et d'ailleurs Christiane Taubira, qui était devenue ministre de la Justice et qui avait dit que c'était un scandale, qu'elle ne laisserait pas ce bâtiment se construire, ce tribunal judiciaire nouveau à Batignolles, finirait par accepter, parce que évidemment la décision lui était imposée par la présidence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne décide de me poursuivre. Évidemment, c'est ridicule, et ils vont perdre, parce que moi j'ai rencontré non seulement Mme Taubira, mais M. Niel, ainsi de suite. Enfin, je veux dire, j'ai des sources quand même de premier niveau pour démontrer mes assertions.
Mais plus intéressant, c'est-à-dire que ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est-à-dire que je vais être jugé chez Bouygues, le tribunal judiciaire où je vais être jugé, parce que je vais être jugé dans le lieu dont je dis qu'il avait été octroyé au titre d'une faveur par M. Sarkozy au groupe Bouygues. Je vais être jugé sur les terres de Bouygues, en fait. Et donc on en revient à une forme de féodalisme. Vous voyez, l'oligarchisation, le tribunal aujourd'hui, une sorte de... N'est pas la propriété de l'État. Mais non, il y a une sorte de contrat de long terme comme ça, on le récupérera à la fin de ce contrat, mais pour l'instant, en échange de quoi Bouygues s'assure de l'entretien. Donc, fascinant, n'est-ce pas? C'est fascinant parce qu'on en revient à quelque chose de l'ordre du Moyen-Âge. Il y a des féodalités, vous voyez, l'autorité de l'État est devenue si insuffisante qu'on se retrouve dans des situations où c'est Bouygues qui a aujourd'hui le contrôle sur ce bâtiment, qui en a sur l'entretien, et ainsi de suite. Et donc je vais en parler au juge, je vais dire, est-ce qu'il faut dépayser? Parce que je ne peux pas être jugé ici, parce qu'on est sur un territoire qui n'est pas neutre, finalement, quoi. Et donc, vous voyez, le fondement de la justice, c'est pas un hasard si la Sainte-Chapelle, si on disait justice à côté de la Sainte-Chapelle. C'est le cœur du pays, historiquement, symboliquement, à l'époque, évidemment, religieusement aussi, l'autorité du roi et de Dieu qui marchaient ensemble, eh bien, elle se retrouve transformée en une sorte de mercantilisme de bas étage. Donc, il y a assez peu de conflits de cet ordre-là. Par contre, il y a un harcèlement permanent, évidemment. Et puis, dans une position comme la mienne, où les gens pensent que je suis vulnérable. Vous pensez que vous êtes victime de harcèlement, je suis pas de procédure judiciaire? Moi, en fait, j'ai choisi un combat. J'ai choisi une voie qui n'est pas confortable. Je ne sais pas les plus faciles de combat non plus. Non, parce que vous savez, la France m'a beaucoup apporté. J'ai eu une chance extraordinaire de grandir dans ce pays. Ce n'était pas donné. Je suis né dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Mes parents sont des gens qui plutôt de milieu favorisé, quand même, on peut le dire. Mes parents, en fait, ont bénéficié de l'appui de la République. Surtout mon père comme producteur de cinéma, qui du coup, a en échange eu une énorme exigence dans son travail et n'a jamais cherché à faire fortune, contrairement à beaucoup de camarades de son époque qui aujourd'hui vivent dans des hôtels particuliers extraordinaires. Lui a toujours réinvesti l'argent que l'État investissait dans les films pour en faire d'autres. Et lui, c'était plutôt des films d'auteurs extrêmement exigeants, qui visaient justement à faire rayonner la culture de ce pays, aussi la culture portugaise. Vous aviez un destin tout tracé dans ce milieu-là aussi. Ça aurait été facile, mais je pense que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées, qui consistent à dire qu'il fallait exister par soi-même. Et encore. Et en rupture avec... Et encore, je veux dire, et c'est là où on en passe à la deuxième phase, c'est-à-dire que ça reste facile d'exister par soi-même lorsque l'on a eu accès à de telles richesses culturelles, à de telles... Vous voyez, donc ça n'aurait rien voulu dire, tout simplement, de devenir un fils de bourgeois qui a fait les grandes écoles et qui finit par devenir haut fonctionnaire et qui dit je ne dois rien à personne, comme l'a fait Emmanuel Macron. C'était son discours à l'époque. C'est faux. On doit tout à tout le monde et on commence surtout par devoir tout à la collectivité. C'est le premier point de départ. Donc quand je vois des personnes comme M. Macron, comme M. Hirsch, continuer des années après avoir bénéficié de tous les avantages qu'ils n'ont pas mérités, que rien ne justifie particulièrement, continuer à piller ces ressources, continuer à s'appuyer sur elles. Quand je vois M. Darmanin, qui gagne plus de 10 000 € par mois comme ministre, qui avant était élu de la République, maire, donc qui a accumulé des sommes gigantesques, si on fait le calcul, sur toutes ces années pour soi-disant servir la République, mais on voit bien servir ses intérêts personnels, se protéger. On l'a vu avec l'affaire qui n'était peut-être pas une affaire de viol, mais qui était clairement une affaire de chantage avec cette femme à qui il proposait un HLM, enfin à qui il envisageait d'attribuer des faveurs en échange de rapports sexuels. Donc un rapport déjà à la position de pouvoir qui est particulièrement salissante et dégradante, quelle que soit la qualification pénale que l'on puisse ou non y attribuer. Cette personne-là qui essaie d'utiliser Il y a eu un non-lieu à l'arrivée. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas une question pénale. Et je pense que l'erreur a été de le situer sur le point pénal. Ce n'est pas pénal. C'est révélateur d'un rapport à l'autre. C'est révélateur d'un rapport à l'autre quand, à 26 ans, vous vous comportez comme un petit coq pour essayer de négocier avec quelqu'un qui, visiblement, a un parcours difficile, des avantages, des faveurs, en échange d'un accès privilégié à son corps. Et donc, on est dans une situation où des personnes comme celle-ci ont l'indécence favorisée aujourd'hui, vraiment dormant dans les satins de la République, dans des conditions où je pense que ces personnes n'ont pas sorti leur carte bleue depuis des années. Vous voyez, c'est ce genre de rapport qui utilise sa mère de 67 ans en disant, voyez, ma mère, femme de ménage, ne peut pas partir à la retraite encore, elle doit continuer à faire des ménages. Mais on a envie de lui dire, mais quelle est, d'une part, en termes d'échelle de valeur, votre rapport à l'autre? Si c'est vrai, comment est-ce que vous laissez votre mère, dans la situation où vous êtes, continuer à s'esquinter la santé? Et d'autre part, comment est-ce que vous osez l'instrumentaliser, si c'est faux, pour essayer de défendre des réformes qui n'ont qu'un objectif, continuer à accroître la pression sur des millions de Français qui sont déjà
exploités, qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, qui, quelles que soient les opinions politiques que l'on a, sont dans une situation d'oppression systémique. Les Français en général, pas les Blancs ou les Noirs, les Français en général sont exploités. Et on cherche à accroître cette exploitation au prétexte de quelques milliards d'économies alors qu'on vient d'en sortir des centaines sans aucune difficulté pendant la crise Covid et ensuite du fait des conséquences de la guerre en Ukraine. On est dans une dynamique qui m'apparaît indécente et en même temps favorable pour nous qui luttons. Parce que justement, la crise Covid a eu cet avantage et cet intérêt qui a été de déconstruire la légitimité de leur discours. Il y a quelques années encore, pardonnez-moi d'être un peu long, mais ça me semble, lorsque quelqu'un comme Emmanuel Macron venait à la télévision et avec une forme d'arrogance et de suffisance vous expliquait le système de répartition, par répartition des retraites est en crise, il faut l'équilibrer, sinon ça va exploser, et puis ça sera la porte ouverte au n'importe quoi, il y a un déséquilibre de plusieurs milliards. Vous écoutiez, vous étiez impressionné, plusieurs milliards d'euros. Incroyable, oui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un effort collectivement. Aujourd'hui, après les décisions politiques, le quoi qu'il en coûte qu'ils ont pris, vraiment plus de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans l'économie en un claquement de doigts. L'annonce là de budget militaire qui monte jusqu'à 450 milliards d'euros sur une durée déterminée. C'est-à-dire le jeu, les fortunes qui ont été déversées sans aucune orientation, par exemple, pour essayer de compenser la hausse des prix de l'essence et du diesel. Mais c'est-à-dire sans à aucun moment chercher à changer les structures de l'économie, vous voyez, pour qu'on ne soit pas face à des difficultés répétées d'année en année. On essaie juste de s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte populaire, donc on aligne les billets quelques instants. Évidemment, c'est mal fait. Certains en bénéficient, mais la plupart ne savent pas comment y avoir accès. C'est extrêmement injuste, mais surtout, c'est du gaspillage pur. Et ils arrivent et ils viennent vous expliquer que vous allez tous devoir travailler X années de plus pour économiser une toute petite fraction de ces sommes qui ont été dépensées n'importe comment. Il y a quelque chose qui ne prend plus, vous voyez, dans le discours. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'ils ont été pris. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les camarades qui disent que le Covid aurait été une grande crise organisée d'avance et ainsi de suite, avec des discours qui visent à donner l'impression qu'il y aurait une forme de planification de la part d'un certain nombre d'élites et ainsi de suite. On voit bien qu'ils ont été pris à rebours, qu'ils ont dû sortir en urgence un certain nombre de dispositions pour survivre, pour que le système qui fait leur privilège ne s'effondre pas. Et aujourd'hui, en fait, ils ont de plus en plus du mal à avoir des discours qui leur permettent de se légitimer, et ça nous ouvre des fenêtres de lutte extraordinaires, une capacité à les mettre à nu, en fait, qui à mon avis, va nous être... On revient à cette procédure devant le Conseil constitutionnel. Donc, pourquoi cette démarche? Donc, rappelez-nous, vous parliez de l'abstention. On est sur des législatives qui ont atteint des niveaux d'abstention records. En fait, on est sur une situation où les élections n'octroient plus de légitimité à la loi, à ceux qui votent la loi, représentants de la nation. Vous voulez dire qu'il y a si peu de gens qui votent que vous en déduisez que le Conseil constitutionnel avait ouvert dans une jurisprudence, Daniel D, la possibilité de faire annuler sur le fondement de l'abstention ces élections. Et donc on s'est dit, banco, on y allait, on a présenté un certain nombre de recours, et donc il y en a un qui a été, avec des arguments différents, vous voyez, pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer en les mettant en difficulté, évidemment, parce que si vous annulez une élection sur le fondement de l'abstention, s'il n'y a rien qui change, vous êtes sûr que l'élection suivante, va être encore plus catastrophique en termes d'abstention. Et donc vous allez rentrer dans un système qui se mord la queue, où le fondement politique institutionnel va être remis en question. Et donc évidemment, le Conseil constitutionnel n'a pas forcément envie d'aller dans ce sens. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça en relation avec Martin Hirsch, sur la question de la légitimité personnelle? Donc parmi les gens face à qui j'ai plaidé, il y a donc Alain Juppé. Donc il y avait devant vous qui Alain Juppé, Laurent Fabius, cette ministre de la Macronie complètement indécente, qui s'était ridiculisée, dont je ne me souviens même plus du nom, mais qui a été nommée un peu par complaisance par M. Macron en échange d'un certain nombre de services de la part... des gens qui n'ont pas forcément de qualité morale, pas forcément de qualité intellectuelle selon les uns les autres, l'ancienne directrice de cabinet de Dupond-Moretti, dont je sais le rôle qu'elle a joué pour essayer de me heurter. Et derrière, ce qui est très intéressant, 10 personnes qui sont comme des sténographes, qui n'arrêtent pas de travailler, de tapoter, qui sont en fait ceux qui font les décisions du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ces gens dont la moyenne d'âge est assez avancée et qui ont leur carrière derrière eux, ils servent à couvrir. C'est comme la patine qui vous permet de légitimer la structure de pouvoir. Quel est l'accueil qu'ils vous ont réservé quand ils vous voient arriver? Et la réalité du pouvoir, évidemment, c'est la superstructure de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel est dans le même bâtiment
que le Conseil d'État. Et en fait, c'est les conseillers d'État, qui sont des énarques, aujourd'hui on dit NSP, qui façonnent les décisions du Conseil constitutionnel. C'est le secrétaire général qui est derrière et qui a son bureau derrière, qui prend les notes. Et en fait, vous avez, comme souvent dans ce genre d'institution, un artifice qui permet de dire à la population, vous voyez, il y a quand même des anciens premiers ministres, des ministres, etc. Et derrière, le véritable pouvoir décisionnel qui prend les notes et qui... Mais bon, Alain Juppé, très studieux, très attentif, prenant des notes comme s'il était encore à l'ENA, justement, quand je discourais. L'accueil qui vous est fait est presque grandiloquent. C'est la République, c'est les ordres de la République. Normalement, on ne laisse pas accéder quelqu'un comme moi, en tout cas avec un discours comme le mien, à des lieux pareils. Donc, évidemment, on vous accompagne avec des huissiers, on vous met dans une salle splendide. J'ai remarqué, c'est fascinant, je pourrais vous parler pendant 1 heure de cette institution et de cette expérience, parce que vous avez des tapisseries magnifiques. Vous voyez, la tapisserie des Gobelins, sauf que la tapisserie dans la salle d'attente où vous êtes, c'est une tapisserie qui représente une chasse royale. Donc, vous voyez, une sorte de chose où on met en avant je ne sais pas si la luxure, mais une forme d'insouciance, d'indifférence complète au monde, où en fait on a un représentant du pouvoir qui... On est dans un autre temps. Oui, mais qui est dans la jouissance. Vous voyez, une mise en scène de la jouissance, pas du tout quelqu'un qui est face à ses responsabilités, qui doit prendre... Non, il est en train de chasser, il s'amuse, il y a des scènes comme ça. Et donc il y a déjà un décalage dans la représentation, il y a encore tous les symboles napoléoniens, parce que c'est évidemment des espaces qui ont été façonnés, je veux dire les lieux, pas l'institution, qui ont été façonnés par... Et donc vous avez le Conseil d'État les conseillers d'État qui, en fait, derrière, sont ceux qui rédigent les décisions, qui préparent... Et donc, ces personnes qui peuvent être plus ou moins... Et donc, Alain Juppé. Pourquoi je pense à Alain Juppé? Parce que ça m'intéresse. Le Conseil constitutionnel, c'est censé être ce qui garantit la légitimité de l'État. N'est-ce pas? Des décisions qui s'assurent du contrôle, du respect du texte je sens que vous allez fondamental. remettre en cause la nomination d'Alain Juppé au Conseil Et constitutionnel. alors non, je ne vais pas la remettre en cause, je vais plutôt l'utiliser comme un symptôme intéressant. Cet homme a été condamné définitivement, pénalement. Vous voyez, vous vous souvenez l'épisode de l'Exode au Québec pour contourner la Lali qui était... Et on l'a nommé postérieurement au Conseil constitutionnel, après qu'il a été condamné. Moi, je trouve ça intéressant, non pas pour jeter l'opprobre sur un individu, mais sur le système ne semble plus croire en lui-même. Moi, je ne crois pas en la capacité de la justice à appliquer des stigmates en France. Mon expérience en tant qu'avocat m'a démontré que, fondamentalement, le système judiciaire est vicié dans ce pays. Il ne fonctionne plus. Je ne sais pas s'il a un jour fonctionné. Il est de façon parfaitement tangible au service d'un ordre existant. On l'a vu sur 1000 épisodes de lutte, notamment pendant les Gilets jaunes. Il n'y a qu'une possibilité marginale de lutter contre lui, et il faut y mettre une énergie qui est démesurée, et l'on n'arrive jamais, en tant qu'avocat, à provoquer des bascules suffisantes pour rompre avec ce système d'oppression. Et c'est quelqu'un qui a obtenu des relax pour des Gilets jaunes, qui sont des personnes qui ne sont rien, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sur les plaintes pénales qu'ils avaient déposées personnellement contre Gilets jaunes. On en a parlé plusieurs fois, qui avaient eu le tort de se baigner devant Toulon avec un homard géant, contre Didier Lallemand, alors préfet de police de Paris, une relaxe pour une gilet jaune qui avait fait une pancarte contre lui et qui s'était fait arrêter brutalement à cause de cette pancarte, saisir son camion et traîner dans les tribunaux, Carole, contre Gérald Darmanin, qui avait envoyé son directeur de cabinet porter plainte en son nom, commissariat du 8e, contre un ancien ouvrier qui avait eu un accident du travail, qui est invalide, parce qu'il avait osé faire un commentaire ironique sur un groupe privé sur Facebook. Donc j'ai obtenu des victoires contre tous les individus les plus puissants de l'État. Et même comme cela, je sais parfaitement que c'est dérisoire. Je sais que ces victoires ne démontrent en rien la capacité du système judiciaire, parce qu'à être résilient par rapport à son instrumentalisation par le pouvoir, et plus généralement par les classes dominantes. Ce système judiciaire qui est complètement effondré, moi, en tant que personne je me considère en lutte contre les pouvoirs actuels, ne fonctionne pas. Mais que ce système, en soi, a considéré lui-même, quelque part, que le système judiciaire ne fonctionne pas, parce qu'il en est à nommer quelqu'un qui a été condamné pénalement, définitivement, par le système judiciaire, à la plus haute juridiction étatique. Pour moi, ça dit quelque chose, vous voyez. Ça dit quelque chose, et ça montre que, quelque part, la fiction qu'ils ont tenté de construire, que la France a façonné pendant des siècles, et tous ces rituels, ces robes, ces moulures, tout ça, qui vise à vous faire croire
qu'il y a quelque chose presque de Il avait même transcendant. démissionné de la mairie de Bordeaux pour rejoindre Oui. le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez, donc c'est pas, il ne s'agit pas de pointer du doigt, de dire « Ah, celui-là, il est corrompu, etc. » Il s'agit d'être fasciné quelque part par le fait de le retrouver à une position d'autorité et de se dire « Bon, bah voilà, si eux-mêmes n'y croient plus, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, on peut les renverser facilement. En termes symboliques, déjà, on a gagné. On a gagné parce qu'ils sont dans une corruption au sens littéral du terme, en fait. Vous voyez, le système se désagrège. Vous voulez dire qu'il n'est pas sage, parce que ce sont les sages, finalement, le Conseil constitutionnel. En fait, le système ne les considère pas comme ça. Je sais pas moi. Moi c'est une décision au nom du peuple français, prise par des juges, qui dit que. Donc, à partir de là, moi, qu'on m'explique. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'on adhère au système judiciaire français ou pas? Qu'importe. Non, mais c'est important parce que là, c'est la question de fond. On est encore en démocratie ou pas, Juan Branco, selon vous? Est-ce que vous croyez sincèrement que le peuple a un pouvoir aujourd'hui en France? C'est ça, étymologiquement, la démocratie. Moi, je vais sortir un livre extraordinairement important, à mon sens, fin mars, qui va remettre en question de façon fondamentale notre approche à la défense du peuple français pour une raison très simple. Aujourd'hui, les principales égéries de la lutte, des personnes qui sont censées incarner le peuple français, disons, et qui protègent les plus faibles. Disons François Ruffin, par exemple, qui se veut en héros. Il y avait eu toute une polémique, parce que d'ailleurs, vous aviez fait une vidéo... Passons sur l'aspect guignolesque de M. Ruffin, qui consiste à faire des... qui avait parlé avec Emmanuel Macron. Qui, en fait, qui avait négocié à 2 reprises, il a négocié en amont avec Emmanuel Macron et les ouvriers qui l'accompagnaient, une mise en scène de leur confrontation. Passons sur cet aspect-là qui était... Non, mais ça, pardon, moi, je passe pas trop là-dessus, parce que je trouve ça assez grave quand on a deux visages. Alors, on nous avait rétorqué sur les réseaux sociaux qu'il y avait 2 journalistes présents. On se demande d'ailleurs en quoi ça altérait cette mise en scène. Elle avait eu lieu, elle était factuelle. 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire que si ça avait été qu'une fois, vous pouvez se dire c'est dans l'intérêt des ouvriers, etc. Mais il a refait la même chose après, des mois plus tard, avec Whirlpool. Et on voit bien en fait que ça servait à la fois des intérêts de M. Macron et de M. Ruffin de mettre en scène cette opposition. J'invite chacun à voir les vidéos. Non, mais c'est quand même très décevant de la part de cette personne pour laquelle, personnellement, moi j'avais la plus grande estime. Quand j'ai vu cette vidéo... M. Ruffin a fait sa carrière sur la mise en scène. C'est quelqu'un qui se veut et s'affirme artiste. Et donc il y a quelque chose de l'ordre du... j'avais proposé dans mon livre « Abattre l'ennemi », où je propose un plan du Paris révolutionnaire. J'avais proposé de créer un palais du Guignol de la République, vous voyez, parce que c'est en fait la fonction qu'il cherche à habiter, ce qui peut être une fonction saine, c'est-à-dire quelqu'un qui provoque en permanence le pouvoir en place, se met en scène comme le Guignol à l'époque du Moyen-Âge. Pour sa défense, il y en a d'autres. Comme le Bouffon, c'est-à-dire le Bouffon du roi, vous voyez, qui va mettre en scène une opposition face au roi, tout simplement pour essayer de lui faire passer quelques vérités en passant. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit assumé. Il faut que ce soit assumé quand on le prend sur le fait, qu'ils ne prétendent pas que ça n'est pas arrivé, ainsi de suite. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas cet aspect-là. Pour moi, il est acquis. Ce dont je n'ai pas parlé jusqu'ici et qui me semble important, c'est de rompre avec ces dimensions de la supplique. C'est-à-dire qu'il y a et ça, c'est pour moi une opposition qui n'est plus sur, vous voyez, une querelle de personnes. C'est vraiment une approche fondamentalement différente de la politique. Monsieur Ruffin a un discours suppliant par rapport au pouvoir. Soit pour dire prenez-nous en compte. Donc c'est la défense symbolique où il dit Martine a tel problème, Pierre a tel autre. Et donc déjà, je trouve que prénommer les gens seulement, c'est en soi quelque chose de l'ordre déjà de la suffisance, ou en tout cas du surplomb. Et ensuite en disant voilà, vous ne les aidez pas assez, etc. Ou dans un aspect plus politique, quand il se met, à mon sens, de façon quelque peu... en scène. Ouais, mais ridicule. Au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il va avec son écharpe tricolore, ce qui est déjà un signe d'impuissance. Si vous avez besoin de mettre votre écharpe tricolore, c'est que votre légitimité n'est pas acquise devant l'Élysée pour lire un texte un peu tremblant en demandant la démission d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce qu'il avait fait, en fait, qui était un peu après s'être fait expulser des ronds-points quelques jours avant dans son espace. Moi, ce rapport aux politiques... Ah, vous voulez dire qu'il n'était pas si populaire que ça au sein des Gilets jaunes? Bien sûr que non. Parce que en fait, le politicien qui se met en scène, c'est justement ce contre quoi se sont élevés les Gilets jaunes. Moi, je pense qu'en fait, on n'est plus à une époque de la supplique. On n'est plus à une époque, pour revenir aussi sur la mobilisation, sur les retraites. Les retraites, pourquoi c'est important? Non seulement parce que c'est un symptôme supplémentaire, justement, de ces tentatives d'accaparement de la part des classes dominantes face aux classes dominées. Et dans ce livre qui va paraître fin mars, j'ai fait tout un développement. Ça s'appellera comment? Je préfère vous le réserver parce que ça va, à mon avis, provoquer un certain nombre d'ébranlements, mais on en parlera à ce moment-là, si vous osez le faire, parce que honnêtement, je pense que ça va être explosif. Donc,
Ça s'inscrit plus généralement dans une nécessité, comme je vais l'expliquer dans ce livre, de financer la transition énergétique. C'est-à-dire, en gros, on va faire peser sur les mêmes, les plus pauvres, le poids du financement de cette transition pour que les plus riches qui ont profité de l'ère du pétrole continuent de profiter de la nouvelle ère des renouvelables et ainsi de suite. Qu'importe, la retraite est importante pour ça. Mais la question de la retraite est aussi importante de façon plus fondamentale, presque spirituelle, la question de la monétisation du rapport à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à mettre en place et à maintenir un régime des retraites qui soit stable, vous voyez, et pourquoi est-ce qu'on est obligé de toutes les X années de faire des réformes? Ce n'est pas qu'une affaire de pillage, ce n'est pas qu'une affaire d'affaiblissement de l'État et de la sécurité sociale dans le but d'essayer de faire entrer des capitalistes, des forces capitalistes privées, étrangères et ainsi de suite. Il y a des facteurs de cet ordre-là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui, à mon sens, n'est pas assez énoncé. Comment est-ce que vous mesurez la valeur en termes d'argent d'être, lorsque vous êtes dans le grand âge, lorsque vous êtes vieux, accompagné par vos enfants? Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique du fait de ne pas vous retrouver seul? Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique des repas en famille que vous n'allez plus prendre parce que cette société a complètement délaissé ce lien intrafamilial et cette solidarité générationnelle? Ces choses-là, en fait, on a décidé que l'État, que les maisons de retraite allaient s'y substituer, qu'en fait, des acteurs économiques, finalement. On l'a vu avec le scandale Orpea. Donc on a essayé de valoriser, en termes monétaires, et de substituer par l'argent au lien. Et d'ailleurs, c'est le discours de François Ruffin, qui est de dire qu'il faut valoriser les métiers du lien. C'est-à-dire, en fait, il faut recruter massivement des gens. Mais moi, je pense qu'il y a un discours qui est peut-être plus traditionnaliste, mais ma mère, depuis que je suis petit, pour reprendre, on va répondre à Darmanin comme ça, nous a toujours dit « vous ne me mettrez jamais en maison de retraite ». Pourquoi? Parce qu'elle vient du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, dans un espace où elle a grandi avec sa grand-mère, avec son arrière-grand-mère, dans le même espace. Vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour la plupart des Français, à cause de la spéculation immobilière notamment, à cause de l'appauvrissement généralisé d'une grande partie des citoyens. Mais en même temps, Orpea, c'était au minimum 3 000, 4 000 euros par mois. Il faut les sortir, ces 3 000, 4 000 euros par mois. Et donc, on est dans une situation où Il y a eu ce livre formidable de Victor Castanet, et des pressions qu'il a subies d'ailleurs. Mais attendez, mais tout le monde était au courant. Moi, en fait, là aussi, il faut arrêter de se laisser spectaculariser. C'est-à-dire, Castanet, il arrive, c'est pas sa faute, il joue une fonction au sein d'une société du spectacle et il est très heureux d'y participer. Il faut le reconnaître, en tout cas, c'est grâce à lui que ce scandale a éclaté. Vous allez prétendre que vous ne saviez pas que c'était un scandale, les maisons de retraite en France? Si, je pense qu'on est tous au courant. On est tous au courant, on connaît tous des personnes qui sont placées, soit parce que dans notre famille, ça a été le cas, soit parce qu'on sait. Mais c'est ontologiquement un problème, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Le problème, ce n'est pas le scandale marginal, c'est-à-dire ceux qu'on laisse mourir, etc. C'est le principe même de faire le système. Rentabilité. Il faut quoi? Il faut nationaliser les maisons de retraite. Mais il faut surtout interroger la déliquescence du lien. Les EHPAD privés. La montée de la solitude dans ce pays. C'est un drame qui est non dit. La solitude à tous les âges, au plus jeune âge, mais aussi justement évidemment. Mais là on va vous dire, pardon, ce sont des jolis mots, mais culturellement, d'ailleurs, il y a une différence entre la gestion de nos aînés dans les pays d'Europe et dans certains autres pays, pourquoi est-ce que ces structures méditerranéens notamment, on les a faites s'effondrer au nom de la rentabilité et de l'argent? Et pourquoi est-ce qu'on a poussé vers cette dégradation? Pourquoi est-ce que toutes les dispositions d'État ont été faites pour justement favoriser, pour essayer de monétiser ce lien-là? Et pourquoi est-ce qu'on a détruit justement cette solidarité, voire aujourd'hui, socialement parlant, c'est méprisable d'être proche de ses parents, de continuer à les prendre en charge, voire de vivre avec eux, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait? C'est parfois impossible aussi. Non, ça a été rendu impossible. Ça a été rendu impossible. Moi, je vous dis, quand ma famille vivait dans un village espagnol où il n'y avait pas de pression spéculative sur l'immobilier, etc., chacun vivait dans un espace qu'il avait hérité, qu'il avait construit lui-même, souvent d'ailleurs, et évidemment, du coup, il y avait la place pour un peu tout le monde, et on se serrait un peu, évidemment, mais du coup, ça crée aussi des ruptures sur le rapport à l'intimité, évidemment. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'insupportable à l'idée d'avoir la belle-mère avec soi. Bon, toutes ces questions-là, en fait, elles sont au fondement de ce conflit perpétuel, parce que ça fait des années qu'on va manifester régulièrement, sur les questions des retraites. Et c'est des non-dits absolus de la part des politiciens. Justement, alors, cette question des retraites, la nécessité de la réforme des retraites pour assurer la soutenabilité du système des retraites, vous y êtes sensible? Écoutez, ça c'est un discours où je pense qu'on va ennuyer nos auditeurs si on n'en parle. Les ordres de grandeur sont connus par tous, c'est 10 milliards d'euros à peu près par an.
On a vu les ordres de grandeur par rapport aux dépenses qui sont mises en œuvre par Le par système l'État, par répartition, il n'est pas voué à la faillite? C'est évidemment pas le cas, mais encore une fois, si on s'en contente, si on pense sincèrement qu'en sauvant un système qui permet à des personnes, dans le meilleur des cas, de gagner 1 500, allez, pour ceux qui sont vraiment privilégiés, 2 000 € par mois, et pour une grande partie des personnes, d'atteindre douloureusement les 1 000 € nets par mois. On est dans un système où, en fait, on essaye de compenser la dissolution du lien social avec une sorte de monnaie, une sorte de reste. Ça me fait penser à cette vidéo qui circule aujourd'hui beaucoup de Paul Doumer, qui est devenu président du Conseil sur la Troisième République, mais qui était gouverneur de Indochine auparavant, et dont on voit la femme envoyer quelques pièces en Indochine à des enfants comme si c'était en fait des pigeons à qui on envoyait quelques On est à la veille d'une nouvelle grande manifestation, hein, c'est après-demain. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose finalement? Est-ce que la mobilisation populaire a encore une utilité dans notre pays? Vous voyez que moi, si j'étais là, j'ai traversé le cortège de Paris le 31. Si j'étais le gouvernement, je n'aurais pas bougé d'un iota. Ce peuple ne me fait pas peur. D'une part parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers. Il n'y avait pas le peuple sombre qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Il était marginalement là, mais vraiment, c'est-à-dire dans des petits morceaux de cortège, ici de la CGT, ici de FO. Le peuple sombre, celui qui fait peur. C'est intéressant, je vous interromps parce que je recevais récemment Étienne Chouard dans une autre émission. Je cite, il se désespérait de voir les Français si peu impliqués de manière générale dans les mouvements pour la démocratie. Vous êtes comme Étienne Chouard finalement un petit peu surpris parfois de la soumission de vos compatriotes? Après la violence qu'on a reçue, on n'est pas du tout un peuple soumis, on est un peuple qui a forcé l'État à sortir des blindés pour nous intimider et pour nous empêcher de faire une révolution. C'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes et c'est ce qui s'est passé pendant le convoi des libertés qu'on oublie. Et l'Allemand, d'ailleurs, dans sa qui venait du Canada, hein, c'est ça. Dans sa biographie, qui est sortie là, son livre d'entretien, en parle, donc qui était préfet de police de Paris, qui dit « J'ai sorti les blindés parce qu'on était en panique complète et je l'ai sorti pas parce L'État a eu peur. Non seulement l'État a eu peur, mais parce qu'en fait, on n'avait aucun moyen de s'y opposer. Et j'ai sorti juste pour les intimider. Parce que je savais très bien, c'était pas avec mes 3 blindés que j'allais réussir à les empêcher, mais c'est juste, je me suis dit, c'est la dernière carte que l'on a pour empêcher qu'il y ait une rupture X ou Y. Donc vous voyez, on a une situation quand même où le non mais là, en tout cas, l'État a dit qu'il n'allait pas revenir sur cet âge des 64 ans. Je ne reviendrai Pensez que mardi, cette mobilisation, elle peut faire changer les choses? Si cette mobilisation ne se durcit pas, moi, en tant que président de la République, j'ai pensé à ça. Je ne reviendrai pas en arrière parce que ces manifestations ne me font pas peur. C'est des manifestations de personnes qui ne sont pas du tout dans un rapport de discipline, de lutte, c'est des balades, ces manifestations. Une manifestation, pourquoi est-ce que la manifestation a une puissance transgressive? Pourquoi est-ce qu'elle a une capacité à vous allez en choquer plus d'un en disant que ce sont des balades, les syndicats, là, ils vont hurler. Parce que c'était un préalable à la révolution et à l'émeute. On faisait peur parce qu'en gros, on mettait en scène notre force par le nombre, et on disait, attention, si vous allez trop loin, on va accroître le rapport de force. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a plus du tout cette discipline. Il y a en effet des syndicats qui continuent à se mobiliser, dont certains ont encore une forme de capacité à mettre en place des rapports de force, mais plus à l'échelle nationale. C'est fini. C'est sur des luttes sectorielles. C'est par exemple le conflit sur l'énergie, sur les raffineries qu'il y a eu en septembre dernier. Mais là, j'en veux beaucoup. J'aurais dit, mais vous étiez où au moment des Gilets jaunes alors? Si vous avez cette capacité à paralyser le pays. Au moment des Gilets jaunes, donc, malheureusement, on en reparlera dans un instant, mais il reste, excusez-moi, pas grand-chose aujourd'hui, non? Mais le mouvement s'est désagrégé, et heureusement, parce que ce mouvement n'avait pas vocation à perdurer tel quel. On n'avait pas vocation à se faire canarder samedi après samedi sans raison. Le mouvement avait une force, une légitimité, tant qu'il était extrêmement majoritaire, jusqu'à 85% d'appui au sein de la population, quand même, il faut s'en souvenir, et qu'il avait une capacité à produire des bascules. C'est-à-dire que lorsque, à l'acte 2 ou 3, je ne me souviens plus, on est rue du Faubourg Saint-Honoré, à 150 mètres de l'Élysée, et que les gendarmes qui sont là, qui ne sont pas beaucoup, reculent parce qu'ils n'ont pas d'instruction, ils ne savent pas quoi faire, et que c'est nous qui décidons de ne pas rentrer à l'Élysée. Parce qu'on n'est pas des putschistes, parce qu'on n'a pas de vocation à prendre le pouvoir au nom du peuple français, on a une vocation à porter cette parole au plus près du pouvoir. Là, on est dans non, mais attendez, vous croyez vraiment même, excusez-moi, qu'une révolution aurait encore été possible, honnêtement? Pensez aujourd'hui, Juan Branco, qu'une révolution serait possible? Mais il faut l'organiser, mais bien sûr. Il faut s'organiser, il faut la prendre au sérieux, cette hypothèse. Sinon, encore une fois, on en revient à votre question initiale. Le pouvoir au peuple, il est où?
Il est où aujourd'hui le pouvoir du peuple? Moi, lorsque je vais dans les ordres de la République, encore une fois, privilège hérité. Là, on va vous dire Emmanuel Macron élu légitimement. Mais regardez même la permanence des structures de pouvoir. Participation, mais élu malgré tout. Regardez la permanence des structures de pouvoir. Il a suffi pour moi d'avoir le parcours que j'ai eu, il y a déjà quand même un certain nombre d'années, pour pouvoir encore aujourd'hui être en capacité de produire et de défendre des gens jusqu'au Conseil constitutionnel. Là, dans quelques jours, au tribunal de l'Union européenne, qui est la sacro-sainte institution qui, au Luxembourg, décide du droit qui va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union. Donc vous avez en fait des procédures où vous avez des traducteurs en 27 langues, enfin 20 et quelques langues, pardon, qui en permanence, traduisent immédiatement tout ce que vous racontez parce que ça va se diffuser sur l'ensemble du continent et ça va faire autorité. Lorsque vous avez des capacités à produire des décisions de cet ordre et d'obtenir, et y compris dans une situation où je suis dans une transgression absolue, ça montre qu'en fait, les structures de pouvoir sont beaucoup trop permanentes, en fait. C'est-à-dire que la capacité à rompre avec celle-ci est devenue quasi inexistante. Et donc, quand vous avez des gens du peuple qui cherchent à se faire entendre, s'ils ne passent pas par des intermédiaires comme moi aujourd'hui, c'est très difficile. Or, c'est injustifiable comme situation. On n'a pas à dépendre de personnes qui proviennent de la bourgeoisie, qu'elle soit grande ou petite, pour pouvoir se faire entendre en tant que peuple ou en tant qu'individu. C'est pas normal qu'on doive encore s'appuyer. Moi, j'ai toujours eu une forme d'irrespect fondamental face à la fonction d'avocat. Et c'est pas une vocation d'enfance. Je l'ai fait presque par hasard, parce que je travaillais avec Wikileaks et qu'il fallait trouver des façons justement de se protéger, ainsi de suite. Mais la fonction de l'avocature, elle est fondamentalement bourgeoise. Elle consiste justement à se mettre entre les mains de quelqu'un qui appartient aux classes dominantes, qui a fait des études, qui provient de classe sociale favorisée à 95% des fois, et qui va, en votre nom, traduire vos intentions et vos paroles auprès de magistrats qui, eux aussi, en fait, sont au service de cet ordre existant, pour, quelque part, éviter qu'il y ait une contamination possible directement de la part de la personne qui essaye d'obtenir justice. Donc, toutes ces constructions qui visent par des corps intermédiaires, vous voyez, qui visent à créer des points d'isolement du pouvoir, qui permettent au pouvoir de rester dans sa coquille, il faut les déconstruire intelligemment, il ne faut pas créer de l'anarchie, mais il faut progressivement, justement, créer des... l'anarchie, c'est un peu ça qu'on a reproché aux Gilets jaunes, parce qu'il n'y avait pas d'incarnation de leader des Gilets jaunes. C'est peut-être ça qui a fait que le mouvement s'est dissous. La fragilité aujourd'hui de l'incarnation, elle est fondamentale. Regardez, j'ai été mis en examen pour viol, pour avoir chatouillé une femme. Aujourd'hui, la capacité à détruire un individu, en lui appliquant un stigmate sur des non-événements, sur des non-faits, est déconcertante. Donc, le pouvoir, de par, d'un côté, l'influence oligarchique qu'il a sur les médias, c'est-à-dire la détention, on en a parlé à chaque fois, on en parle des croque-morts comme Bernard Arnault qui détiennent Le Parisien et compagnie, associé à Xavier Niel qui est quand même mis en cause dans des affaires de peu d'élégance, on va dire, qui contrôle Le Monde et compagnie. Tous ces quelques personnes qui se connaissent, Lagardère, Bolloré, ils sont 5 ou 6, pas plus. Patrick Drahi, ça fait des années qu'ils se fréquentent, qui fréquentent les palais de la République, qui en tirent ressources et revenus et qui en échange offrent de la visibilité et protection à l'égard des médias et donc du coup du peuple français, associé au contrôle extraordinaire que ce pouvoir a, notamment via les nominations, sur le pouvoir judiciaire, qui est subtil, qui ne consiste pas à donner des instructions directement, et encore, à des juges ou à des juges d'instruction, mais qui consiste à nommer les bonnes personnes aux bonnes positions, avec l'accord à chaque fois du CSM et compagnie, de façon à ce que la justice ne demeure qu'une autorité, et non pas un pouvoir, ce qui est dans l'échelle constitutionnelle inférieure. Et c'est quelque chose que Emmanuel Macron a rappelé d'ailleurs, comme pour indemniter les juges. Ce qui n'empêche pas justement des formes de rébellion un peu par fierté, avec parfois justement des tentatives de monter des affaires par quelques résistants. Vous pensez être victime de... Mais je ne suis pas victime. C'est un peu le discours que vous me tenez. Mais non, c'est un rapport de force. On est dans la lutte. Et la lutte réelle, elle implique ce genre de conséquences. Elle implique que vous puissiez vous donner dans votre pureté et dans toute la douceur et l'intégrité que vous pouvez avoir à une femme qui vous a sollicité, et vous retrouver avec elle dans ce que vous pensez être un geste d'amour, et que le lendemain, cette personne vous trahisse et utilise ce geste pour vous détruire, et que ce soit immédiatement relayé à l'Élysée. Vous laissez entendre quoi, qu'elle ait pu être... Comme ça a été révélé par trois instrumentalisé, par exemple 3 journalistes judiciaires, Marc Le Plongeon, Monsieur de Cugis et Madame Guéna, dans un livre chez Grasset, des personnes qui ont détruit ma vie, pas du tout des alliés, des personnes qui ont joué un rôle instrumental dans la mise en œuvre de ces affaires, de ces fausses affaires, que ce soit l'affaire Griveaux, que ce soit maintenant celle-ci, que ce soit tous les autres. Vous parliez de harcèlement. Je me souviens encore d'une émission qu'on peut retrouver sur YouTube, que j'ai faite avec Truchot à l'époque où BFM m'accueillait encore.
ou se sentaient obligés de m'accueillir, où je disais, mais à chaque fois que vous m'invitez, c'est parce que Macron veut me mettre en prison. En 2019, c'était pour Crépuscule, avec Aurore Berger qui me signale au procureur de la République. Il faut avoir de la mémoire, vous voyez. Et en fait, justement, la force Qu'est-ce du qui vous fait mainstream... tenir? Parce que moralement, c'est quand même pas évident. Là, je m'adresse plus à l'avocat, mais à l'homme. C'est quand même, vous n'avez pas de moment où vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup, ce combat? Tous ces coups que je me prends en retour, objectivement. La trahison, je pense que le coup de très loin le plus violent, ça a été cette trahison de l'intimité. Non pas tant du fait du stigmate social, qui est évidemment extraordinairement violent. Vous voyez, parce que cette procédure est toujours en cours, en plus. Être traité de violeur, voir sa famille interrogée sur vos pratiques sexuelles. Enfin, vous imaginez pas l'horreur absolue. Encore une fois, la seule accusation, c'est que je l'aurais chatouillé et embrassé l'oreille. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont... On est en plein délire. Mais au-delà... Donc, l'horreur de l'atteinte à l'intime et au sentiment d'injustice qui fait que lorsque vous endormez, lorsque vous prenez une femme dans vos bras, vous avez quelque chose... Vous imaginez ce que ça fait à cet âge, en plus de la crainte, de l'inquiétude, et ces marques qui restent à vie. Ça, c'est évidemment des choses que si on avait pu les éviter, j'aurais préféré. Mais qu'est-ce que c'est en comparaison au fait de me dire que j'aurais pu rester aveugle à l'existence de ces systèmes de domination. J'aurais pu ne pas avoir conscience que cela pouvait se passer comme ça et de ne pas comprendre, en fait, comment peuvent, de façon très fine, être instrumentalisées les institutions judiciaires. Je vous renvoie à ce livre, Ministère de l'Injustice, qui, sur cette affaire, par exemple, indique que l'Élysée a été informé, la conseillère de justice, Madame Davot, qui depuis a été promue à la cour d'appel de Bastia, alors qu'elle n'avait pas du tout l'expérience en tant que magistrate pour l'être, a été informée en amont de la mise en examen. Alors qu'une mise en examen ne se décide qu'après avoir entendu la personne. Avoir entendu ce qu'elle se disait. Et l'Élysée est informé directement. Pensez donc voilà que ces affaires sont suivies au plus haut lieu. C'est des journalistes. Donc vous faites peur. Mais c'est des journalistes qui me détestent, qui ont tout fait pour me détruire, qui ont été payés. Et qui sont ces journalistes? Ces trois journalistes. Marc Le Plongeon, qui sont reconnus comme les plus puissants journalistes judiciaires du Parisien, du Point, et Pauline Guéna. Je veux dire, c'est pas des alliés, c'est pas des complotistes entre guillemets comme le pouvoir. C'est des gens qui sont proches du pouvoir et qui racontent eux-mêmes, parce que c'était leur source, que la conseillère justice de l'Élysée était informée en direct et en amont de la décision qu'allait prendre la juge d'instruction. Comment est-ce que, face à ça, vous voulez qu'on... Moi, quelque part, le soulagement qui me prend à ce moment-là, c'est celui de me dire, eh bien, c'est dit. Eh bien, en fait, j'ai la chance, moi, contrairement à beaucoup d'autres, de savoir. Parce que par un hasard, parce qu'ils ont voulu se faire valoir dans leurs livres et compagnie, ils ont mal calculé leurs coûts, ils ont révélé ce truc qui, en fait, évidemment, est catastrophique à terme et qui va se retourner contre eux. De la même façon que mon plus grand soulagement lorsque j'ai travaillé avec Wikileaks et Julian Assange pendant des années, c'est le moment où un lanceur d'alerte est venu voir les rédactions d'El País, du Guardian et compagnie, avec des vidéos, des sacs de vidéos entières, où on nous avait filmé notamment avec Julian lors de nos entretiens. Et en fait, il nous a révélé que c'était une entreprise espagnole qui travaillait avec la CIA, qui avait reçu une commande pour justement mettre en place un dispositif d'espionnage autour de l'ambassade. Et à partir de là, le fil a remonté, et ces grands journaux, qui sont des journaux d'État, des journaux de pouvoir, qui ne sont pas, encore une fois, des gens qui fantasment, etc. Et ensuite, un grand article de Yahoo News a démontré qu'à partir de 2017, une équipe spéciale de la CIA avait été mise en place pour nous traquer et pour nous détruire, parce que Mike Pompeo avait décidé que nous étions une menace équivalente à celle d'Al-Qaïda. Et vous voyez, on avait ressenti à l'époque tout ça, cette période de 2017. Moi, j'ai ressenti de la bascule dans ma vie, de mille façons. Vous commencez à voir des choses qui ne devraient pas arriver dans votre vie. Vous voyez des menaces, des pressions, des désagrégations dans votre espace social intime, encore une fois, parce que c'est ce qu'ils appellent les opérations d'entrave, ce que Snowden a décrit dans son livre sur son expérience à la CIA. C'est un moment où vous créez une petite déstabilisation qui n'est pas attribuable, et vous laissez la personne couler, se vulnérabiliser, donc à partir de là, en fait, la rendre manipulable ou insignifiante politiquement parlant. Et donc, avoir découvert, avoir eu la preuve qu'en fait, ce qui était tellement aberrant à l'époque, que l'on se disait que ça ne pouvait pas être un hasard, mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre les mots, qu'en fait c'était bien dans le cadre d'une opération de déstabilisation claire, je peux vous dire que vous respirez sereinement d'un coup à nouveau. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve enfin, et qu'elle vient justement de ce pouvoir, qu'elle est reconnue par Mike Pompeo et ses conseillers qui en effet ont confirmé à Yahoo News qu'en effet il y avait bien eu cette équipe qui a été mise en œuvre et compagnie, tout d'un coup vous êtes soulagé, de la même façon que j'ai été soulagé d'avoir quelque chose de tangible qui permettait d'expliquer en fait quelque chose qui vous avait détruit sans le comprendre. Et de façon générale, je pense vraiment, on parle beaucoup de complotisme
on l'utilise en fait comme un Ah bah instrument. ça c'est le terme. Un Cette instrument de semaine, il pouvoir. y a eu un débat entre Olivier Véran et André Berkoff, voilà, qui a essayé de remettre en cause la politique d'Olivier Véran, en tout cas, et il lui a reproché. Premier mot qu'a sorti Olivier Véran, ça a été de traiter André Berkoff de complotiste, et l'affaire est pliée, voilà. Ce qu'on appelle le complotisme, c'est quoi? Comment vous expliquez que Mais justement, j'ai une explication, je pense, mais qui est une explication intellectuelle. Euh, ceux que l'on appelle les complotistes, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sentent qu'il y a un loup et qui recherchent la vérité. Vous voyez, qui sentent qu'il y a quelque chose qui dans le discours officiel ne tient pas, hein, mais qui n'ont pas forcément les instruments et les outils pour d'eux-mêmes, ils n'ont pas accès aux documents secrets qui sont produits en conseil de défense, par exemple, ils n'ont pas les connaissances scientifiques nécessairement, les méthodes pour réussir à trouver des solutions. Et il y a ceux qui les ont et qui recherchent véritablement, et qui vont révéler des vérités qui vont déranger le pouvoir, mais qui ne vont pas appartenir à une institution suffisamment respectée pour être immédiatement reconnue. Et il y a enfin ceux qui vont essayer d'instrumentaliser les premiers et qui vont leur proposer des théories qui sont fausses pour essayer d'orienter leur discours. Par exemple, Alain Soral sur sa fixation sur les Juifs. Vous voyez, Alain Soral, il comprend bien qu'il y a un problème dans la fabrique de l'information en France. Vous voyez, il comprend bien, tout le monde le sent, que les médias orientent le discours d'une façon ou d'une autre. Donc Alain Soral arrive avec une rhétorique assez classique qui a été inventée par l'Église catholique au XIXe siècle, notamment pour, en gros, il y avait les Juifs et les francs-maçons qui étaient les Juifs, le peuple qui est précédent au christianisme, et les francs-maçons, c'est la société qui va être construite à partir de la lumière pour succéder au christianisme. Donc évidemment, l'Église, entre les deux, essaye de créer une théorie comme quoi ils auraient fait une alliance secrète pour... Ça, c'est les théories du XIXe siècle qui ont essaimé. Et Alain Soral, qui est un lettré, s'appuie sur ces théories du XIXe siècle pour essayer d'expliquer le monde d'aujourd'hui. Il dit, bah voilà, c'est les Juifs qui font ça, et c'est les francs-maçons, et donc ensemble, ils ont créé... et c'est eux qui manipulent l'information. Alain Soral sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il a connu ce système d'intérieur, il a été chez Ardisson et compagnie. Il sait très bien que ce n'est pas ces vecteurs-là qui se mettent en place. Et quand j'arrive, moi, avec Crépuscule, et que je donne les clés de compréhension qui sont beaucoup plus subtiles et plus fines, du détournement et de l'instrumentalisation médiatique par des forces économiques qui servent à tout ce système entre Pardon, je ne peux pas m'empêcher de vous interrompre là parce que vous avez cité Alain Soral, alors ça me renvoie évidemment à une actualité dont on a relativement peu parlé. Mais je finis juste, Ouais. il devient mon ennemi. Il devient mon ennemi parce qu'en fait, je montre l'imposture d'un discours qui en fait avait pour objectif de rendre impuissants les gens, de leur donner des fausses clés de compréhension contre lesquelles on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la toute-puissance, franc-maçonnerie, etc. Rien. Enfin, vous voyez, ça vous laisse en spectateur du monde. Et moi, je leur donne des outils concrets. Vous n'avez jamais été franc-maçon, par exemple? Non, on m'a jamais proposé, mais ça j'ai toujours expliqué. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une question à laquelle je m'étais pas du tout intéressé. Et puis j'ai compris peu à peu que en fait la franc-maçonnerie c'était d'abord des réseaux puissants en province et pour les personnes qui notamment n'ont pas fait de grandes écoles. Dans la justice, on en parle beaucoup. Hein. Carl Zero, que je recevais ici, bien sûr, laissait entendre qu'ils avaient une comme grande Rotary influence. et Vous y compagnie, croyez encore à il y cette a- influence de la Moi, je franc-maçonnerie pense sur la justice Elle est en France partie fantasmatique et en partie réelle, selon en fait les espaces auxquels vous appartenez. C'est-à-dire que quand vous venez d'une grande école, quand vous remarquez qui est franc-maçon dans l'espace politique français et qu'il soit connu, hein, révélé comme tel, c'est des gens comme Manuel Valls, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Benalla, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et donc qui en fait ont un besoin d'un réseau de solidarité qui ne soit pas celui que l'on a naturellement lorsque l'on a fait Polytechnique, Sciences Po et compagnie, etc. Et donc c'est des voies d'ascension, Didier Lallemand, c'est des voies d'ascension qui permettent de structurer les réseaux. Par exemple, moi j'ai une affaire sur laquelle j'ai travaillé, Tayeb Ben Abderrahmane, un citoyen français que je ne représente plus, mais que j'ai représenté un temps, qui est un citoyen français qui a été arrêté et torturé au Qatar, parce qu'il détenait des informations sur la Coupe du Monde 2022. Et en fait, on voit, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI qui, au dossier de l'enquête, dit, bah voilà, en fait, il s'appuyait notamment sur des réseaux de policiers qui étaient structurés autour de loges, qui permettaient de faire du trafic d'informations. Vous voyez, donc il ne faut pas être dans un truc fantasmatique, c'est-à-dire une grande organisation hyper structurée, etc. C'est des gens qui, en fait, à un moment donné, pour servir leur carrière, pour servir leurs intérêts, vont utiliser ces rampes de lancement pour faire des petits arrangements qui vont avoir des effets plus ou moins catastrophiques sur les citoyens. Et moi, du coup, en tant parce que je me suis longtemps demandé pourquoi, non seulement je n'avais jamais été sollicité, enfin, vous voyez, d'une façon directe ou indirecte, que je sache, en tout cas, que j'ai compris, mais surtout pourquoi je n'avais jamais été vraiment confronté directement à des pratiques de cet ordre-là.
c'est parce que j'appartenais à des classes qui sont considérées comme supérieures, comme des castes supérieures au sein de la société, en fait, et que ça sert de point d'appui, en fait, ces réseaux-là. Voilà. Donc, mais faisons attention à ne pas nous cornériser. Oui, non, pardon, juste, vous parliez d'Alain Soral qui dénonçait beaucoup de lobbies. Oui, mais il faut c'est pas, fantasmé ou pas, il faut pas se laisser la cornériser puissance des lobbies en France? Attention, il ne faut pas se laisser cornériser par des discours simplifiants. Il y a des réseaux d'influence, il y en a de mille manières. Il y a des clubs de toutes sortes. C'est important d'informer. C'est important de ne pas rentrer dans une systématisation non plus. Enfin, il faut avoir une compréhension qui en fait permette de comprendre les entrelacements de ces réseaux et comment justement ils produisent des effets. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Crépuscule, où en fait, je vais de tout là-haut, c'est-à-dire les gens les plus puissants du monde, des gens comme Bernard Arnault, comme Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est quasiment 200 milliards d'euros de fortune. Enfin, c'est le PIB d'un... Ah bah c'est l'homme le plus riche au monde. Voilà. Il faut s'en réjouir plutôt, ça, ou attendez, j'arrive. émouvoir? J'allais de là-haut, parce que j'ai connu ces gens-là, j'étais chez eux et compagnie, et je descendais. Vous avez été reçu par Bernard Arnault? Mais bien sûr. Et sa famille. Et je descendais jusqu'au... et ses hôtels particuliers. Et je descendais jusqu'au niveau le plus crasse, entre guillemets, des paparazzis, des policiers véreux et compagnie. Et j'essayais de démontrer comment, en fait, c'est des systèmes qui croisent des réseaux influenceurs. Voilà, vous parliez de quoi avec Bernard Arnault? Pardon, ça titille ma curiosité. C'était des événements mondains. C'était des événements mondains. Donc c'était pas seul en tête-à-tête avec lui? J'ai jamais eu de tête-à-tête avec... J'en ai eu avec Xavier Niel, j'en ai eu avec un certain nombre d'autres personnes, de proches des uns et des autres. J'ai connu leurs intimités. Et je vous disais donc, que du coup, l'explication systémique, elle doit être mise en œuvre à partir justement d'un croisement des sources. C'est très rare d'avoir accès à la fois aux mondes interlopes de la République corrompue, des policiers véreux et compagnie, et à ceux du politique, à ceux du journalisme. En général, chacun dans sa bulle se protège justement. Moi, comme j'étais un peu jeune et j'allais un peu partout, un peu en sautillant, ça m'a permis de croiser toutes ces informations. Et j'ai compris que du coup, qu'il y avait une complexité qu'il fallait restituer. Vous voyez, c'est pas un truc monolithique, un système monolithique, ça s'échange souvent, les influences se croisent. Et donc, il faut continuer en permanence à analyser. Il y a des journalistes extraordinaires qui font ça, il y en a très peu. Il y a des journalistes qui trouvent grâce à vos yeux, Juan Branco, parce qu'on a l'impression que vous dénoncez vraiment tout le monde. Non, mais il y a des gens courageux. Alors, il y a qui, des gens... par exemple? Vous savez quoi, à part les gens que vous défendez, bien sûr. J'ai pas envie de les nommer parce que j'ai peur que ça se retourne. Ouais, vous allez les mettre dans l'embarras. Voilà, c'est ça. Mais il y en a, et alors il y a des semi-courageux, donc ceux qui essayent de pousser jusqu'à une limite qu'ils savent ne pas devoir franchir, parce qu'ils sont dans un système, parce qu'ils sont victimes de ce système. Vous avez des soutiens, on va dire, discrets, et puis qui publiquement ne le disent pas? Moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire vraiment, c'est pour ça je réponds à toutes les questions sur la franc-maçonnerie et compagnie, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens ce que je fais. Parce que sinon, ce que je ferais consisterait justement à continuer à alimenter le système. C'est-à-dire dénoncer une partie de celui-ci pour en protéger une autre. C'est ce que font toutes les machines. Il y a des systèmes, en fait, il y a des entreprises qui sont construites pour faire ça, qui alimentent les rédactions de Mediapart, du Point et compagnie, comme Avisa, qui parfois écrivent des articles à l'avance. Moi, j'ai des dossiers d'instruction où on a, dans Le Point, dans Le Figaro, des intermédiaires qui fournissent clé en main des articles qui sont publiés tels quels, après avoir, avec des gens qui ont des rendez-vous. Et j'ai des preuves de tout ça, vous voyez, donc ils ne peuvent pas m'attaquer parce qu'ils savent très bien que j'ai eu accès à ces informations, et des directeurs de la rédaction qui déjeunent avec ces intermédiaires pour justement ces informations pour avoir un échange. Ça vous a choqué le déjeuner à l'Élysée, par exemple, des journalistes? Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est rien par rapport à la réalité de... Aujourd'hui, fondamentalement, le journaliste est un trafiquant d'informations. C'est quelqu'un, en fait, qui va protéger une source pour détruire une personne, puis après inverser ce rapport, et qui va s'inscrire dans des réseaux d'alliances pour essayer de nourrir ou de se nourrir d'un pouvoir. Aujourd'hui, en France, le journalisme, ce n'est que ça, dans une immense majorité. Lorsque vous apprenez, par exemple, via Rien de Chemin dans Le Monde, que la visite de Madame Zelensky à l'Élysée était organisée par Havas et qu'il y avait tel et tel soutien qui essayait d'influencer la politique étrangère de la France et ainsi de suite, des forces privées. Hein. En fait, on comprend, si vous savez lire entre les lignes, vous comprenez que cette information ne sort dans le monde que parce qu'il y a quelqu'un au sein de l'Élysée qui essaie de savonner la planche du nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron, M. Michel, pour essayer de protéger Donc vous voyez, c'est un jeu de pouvoir. Donc vous allez avoir une partie de la vérité, mais vous n'allez pas connaître le réseau. Ah, c'est lui qui travaille avec Rupert Murdoch, non, je crois. Voilà, exactement. Donc on va vous donner un petit morceau qui va vous exciter, qui va dire « Oh, c'est un scandale, etc. » Mais derrière, vous avez... C'est pour ça, encore une fois, le discours de la dénonciation.
il est efficace, mais il n'est pas intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconstruire une approche systémique politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on change systémiquement les choses. C'est pas en disant un tel. Il y en a qu'il faut évidemment envoyer en prison. Moi, j'avais proposé dans un Battle Enemy de créer un il y en a en l'occurrence un qui est en prison. Pardon de vous interrompre, mais là, je fais une digression. Mais il y en a un qui a voulu bousculer. Oui, je vois que vous avez chaud, donc je vous en prie. Il y a quelqu'un que vous défendez depuis peu et les spectateurs de cette émission s'en sont beaucoup émus, qui s'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Qu'on a reçu dans cette émission d'ailleurs il y a quelques mois et à qui je transmets, s'il peut l'entendre, mon amical soutien parce que je suis intimement convaincu que c'est quelqu'un de bien. Il a essayé de vouloir peut-être bousculer le système en créant sa monnaie. Alors j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Il est actuellement... Alors d'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il est en prison et que vous êtes son avocat? Il est en prison et il m'a désigné. Donc moi, maintenant, je dois avoir accès au dossier de l'instruction, ce qui va arriver rapidement, et ce qui va me permettre d'établir une ligne de défense avec lui, de comprendre comment le défendre et comment... Donc vous nous confirmez d'abord qu'il est en prison actuellement. Il est en prison à Draguignan. Il va être entendu dans quelques jours par le juge d'instruction. Donc j'irai l'assister. Je vais consulter à ce moment-là le dossier. Et à partir de là, je vais pouvoir assurer sa défense et organiser avec lui, tout simplement... Donc il est en détention. Alors là, je questionne l'avocat. On ne comprend pas parce que le procès n'a pas encore eu lieu, si tant est qu'il y a un procès. Il est en détention provisoire. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer, ça dépend si c'est criminel ou délictuel, mais ça peut durer longtemps. On peut partir sur des années si on le souhaite. Donc la question, évidemment, c'est d'éviter cela. Je ne pense pas que M. Juvin-Brunet, qui est quand même un ancien de Saint-Cyr, qui a servi la France pendant des années et qui ne m'a pas l'air d'être un escroc, honnêtement, mais quelqu'un qui, au contraire, a essayé de mettre en œuvre un projet politique qui menace les intérêts de la nation, parce que lorsque vous créez une monnaie concurrente à celle qui est aujourd'hui en place, évidemment, vous devenez inquiétant, surtout si vous avez du succès, ce qui est peut-être son plus grand péché, c'est d'avoir réussi, en fait, à obtenir la confiance d'un certain nombre de personnes. Après, encore une fois, je n'ai pas encore eu accès au dossier, donc je préfère prendre le temps d'échanger avec lui pour établir la ligne de défense et comprendre ce qui s'est joué, quel est le soubassement politique, quelle est la traduction juridique de ce fait. Mais c'est là où vous voyez, ma position intermédiaire peut être intéressante, parce que j'ai gagné devant le Conseil constitutionnel. C'est quand même intéressant. Ah oui, alors il fallait revenir C'est-à-dire que c'est pas seulement, on a réussi à passer tous les filtres pour se retrouver devant eux, mais bon... Mais quand vous dites que vous avez gagné, attendez... On a fait annuler l'élection en question, législative. Alors pas sur le fondement de l'abstention, pourquoi? Parce que s'il nous donnait raison, derrière, tout tombait, comme un jeu de domino, vous voyez, c'était un effondrement complet. Donc ils ont pris un argument secondaire qu'on avait donné, mais c'est un signal envoyé de façon tacite en disant faites attention parce qu'on est capable peut-être au pouvoir, à l'étape d'après... attendez, quand vous nous dites vous avez gagné, dites-nous clairement, précisément... On a fait annuler la requête que nous avons déposée pour faire annuler une élection législative, une des élections de la circonscription, en l'occurrence de des Français de l'étranger en Amérique latine, a été annulée grâce à notre requête. On a notre nom au journal officiel sur ce fait, donc elle va devoir être organisée. Donc on obtient des victoires. Donc ils peuvent pas nous délégitimer sur le parcours. Ils ne peuvent pas nous délégitimer sur notre efficacité. Non, mais donc le droit l'emporte finalement, au bout du compte. Mais vous voyez bien, comme je vous le dis, j'adore votre naïveté, elle me fascine. Au contraire, on nous donne victoire pour contourner l'argument que l'on... S'ils nous rejetaient, ils étaient obligés de répondre à nos arguments sur l'abstention. Vous comprenez? Donc ils étaient obligés de justifier pourquoi une élection où il y a 85% d'abstention restait légitime, malgré le fait qu'ils avaient eux-mêmes dit quelques années auparavant que l'abstention était un motif d'annulation de l'élection. S'ils nous donnent raison, comme ils l'ont fait sur un motif secondaire, ils peuvent faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire ne pas répondre aux autres motifs. Donc, même si 90% de notre requête portait sur la question de l'abstention, ils ont pris le paragraphe 45, et c'est pour ça qu'on a mis la requête en ligne, pour que chacun puisse s'en inspirer et éventuellement faire des recours à leur tour. Est-ce qu'on peut la consulter? Donc c'est une victoire sur mon Twitter. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une victoire quand même, parce qu'en fait, l'argument de droit, pour le coup... Ah, vous avez récupéré votre compte Twitter au passage, parce qu'il avait été bloqué quand même. Pendant les élections, comme ça. Non, mais c'était pas suite à un tweet sur Lagardère, non? Oui, ce qui vous dit, vous voyez, quand... C'est pas moi qui affirme que je suis en lutte et compagnie nana. C'est quand on reçoit un mail de Lagardère, de la présidente de Lagardère Média, quand même, donc la présidente du plus gros groupe de médias en France, qui par erreur vous laisse en copie d'un message qu'elle envoie à ses collaborateurs en disant de moi, c'est un dangereux, préparez-moi une réponse, etc. Vous voyez, et que vous le publiez sur Twitter, et que dans... Là, vous parlez de Constance Binquet, Et dans les 3 heures
Lagardère sollicite tout de suite, évidemment, la direction de Twitter pour faire suspendre mon compte, au motif que j'aurais publié une correspondance privée, alors qu'elle m'a été adressée, et que du coup, en droit, ça ne tient pas du tout. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur ces plateformes, parce qu'il y a une forme d'extraterritorialité extraordinaire pour les plateformes. Et puis c'était la direction les Twitter GAFAM. de l'époque. Voilà. On contextualise. Qui s'est fait depuis sortir par Elon Musk. Et donc, ils me suspendent, ils me verrouillent l'accès au compte, pardon. Ils me disent, vous pouvez faire appel. Je fais appel, ils n'y répondent pas. Et ils disent, par contre, vous pouvez supprimer le tweet. Et là, on vous redonnera donc un chantage extraordinaire en disant, auto-censurez-vous et on vous laissera... Donc, vous n'avez pas supprimé... Donc, j'ai pas supprimé le tweet, ça a pris 6 mois. Et à un moment donné, j'ai fini par le faire et le reposter. Parce que bon, on s'est dit... Et on se retrouve dans la situation présente. Et c'était un moment quand même cardinal. On est sur les élections qui s'approchent. C'est pour ça, il y a des calendriers. Enfin, vous voyez, il y a des forces. C'est aussi pour vous dire, quand on est dans une situation quand même où on décide, vous m'aviez posé la question lors du dernier entretien qu'on avait fait, pas sur cette chaîne, mais sur l'émission que vous animez sur une Bistro autre Liberté, chaîne, ouais. Bistro Liberté. Vous m'avez dit, mais où est-ce que vous habitez? Je vous ai dit, au centre de Paris. Et je fais ce choix d'habiter dans un petit rez-de-chaussée auquel je m'accroche. Dans un joli quartier. Dans le plus beau quartier du monde, Voilà. Peut-être. On va pas le redire à chaque fois. Je vais finir par avoir parce que c'est quand même pas un grand quartier en plus. Donc, mais où les gens d'ailleurs m'ont identifié. Enfin, ils m'ont connu. Quartier touristique, on va dire. Qui est devenu atroce, complètement pillé justement par ces masses touristiques. Et on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de bobos. Hein, non, il y a surtout, c'est pas du bobo, c'est bien plus que ça. Là, on est vraiment au cœur du pouvoir. Mais le fait de tenir dans ce cœur, à la fois physiquement, mais aussi parce que vous devez y croiser tous ceux que vous conspuez. Mais c'est ça qui est magnifique. Et dans cet engagement institutionnel sur lequel ils ont du mal à avoir pris, c'est-à-dire qu'ils multiplient les procédures. Là, le Conseil de l'Ordre a essayé de me faire une procédure parce que j'ai lancé une cagnotte pour financer les actions pro bono qu'on fait pour les Gilets jaunes, pour les militants politiques, les convois liberté, etc. On récupérait 3 fois rien. Et alors que les 3/4 du barreau de Paris vivent du liquide que leur versent les trafiquants de stupes en tout type, parce que c'est aujourd'hui les viols et le trafic de stupes, c'est en gros les 2 sources de revenus principales des avocats parisiens. Moi, ils m'ont attaqué moi parce que en fait, j'essayais de faire financer des actions pro bono pour des gilets jaunes. Enfin, on est sur le parler pardon, citoyen. là, vous parliez du lieu, il y a pas quelque chose de schizophrénique à habiter dans un lieu qui est à l'opposé. Enfin, comment est-ce qu'on moi, je vous verrais plutôt habiter dans un quartier très populaire. Comment est-ce qu'on défend les gens les plus fragiles de la société si on se marginalise soi-même? C'est pour ça que je vous invite, on avait déjà eu cette discussion, au sujet de la vaccination. C'est-à-dire que dans cette émission, le générique m'a présenté comme avocat des anti-vax. C'est très important ça dans le discours, ne vous auto-marginalisez pas. Il est très important de défier le pouvoir en restant au plus proche de lui. D'une part parce qu'on le comprend mieux, ça nous permet d'être plus précis dans la critique, plus acerbe aussi, plus menaçant, parce qu'il se sent trembler si la critique touche juste. Si on est sur quelque chose de trop général ou de flottant. En gros, infiltrer le système pour mieux le combattre de l'intérieur, c'est ça. Infiltrer, en tout cas, le côtoyer plutôt. Rester au plus proche, vous voyez, ne pas le laisser vous écarter, vous éloigner, de façon à ce qu'après il puisse vous traiter de complotiste, conspirationniste, etc. Et moi, j'essaie d'utiliser tous les instruments. C'est pour ça que j'essaie d'utiliser tous les instruments que m'a donné le pouvoir pour le déconstruire. Vous voyez, c'est cette dialectique qui m'intéresse. Cette dialectique qui me semble beaucoup plus précieuse qu'une sorte de critique un peu distante qui en fait finirait par perdre de son sens. Et donc c'est pour ça aussi quand vous me parliez de la franc-maçonnerie et ainsi de suite, faisons attention à ne pas alimenter des discours déjà attendus, qui sont d'ailleurs alimentés par des grands médias comme Challenge et compagnie qui le font régulièrement. Essayons de rentrer dans une compréhension fine et distribuée du pouvoir. Vous voyez, il y a des forces différentes qui influencent. Essayons de comprendre lesquelles, comment, etc., plutôt que de tout centrer sur une seule qui crée du fantasme, parce qu'en l'occurrence, ils ont des pratiques ésotériques et ainsi de suite, et dont la puissance réelle dépend, encore une fois, des contextes et des situations, peut être plus ou moins importante. Donc voilà, parce que sinon, en fait, c'est trop facile pour reprendre votre exemple, pour Olivier Véran d'aller venir voir André Berkoff et dire, voilà, vous êtes complotiste. Oui, parce que c'est facile, il s'appuie sur un instant de fragilité suffit à vous délégitimer. Une erreur, une comparaison un peu outrancière, et vous êtes fini. Et donc, du coup, il faut avoir cette précaution, ce sens du détail, de l'exigence, qui
qui requiert des efforts, qui est moins satisfaisante, parce que du coup, vous allez peut-être faire moins de vues, vous allez peut-être faire moins de retweets et compagnie, mais qui va vous permettre, à force de pertinence, à un moment de gagner la confiance des gens et de leur permettre Pardon, de se dire, de citer Wikipédia, un tweet qui avait je ne sais pas combien de mois, ça dit quoi quand même de l'argumentation de ces gens-là, qui sont complètement à poil, quoi. Oui, mais ça dit aussi des gens qui ont parfaitement compris les mécanismes de légitimation, délégitimation, face à des gens, des spectateurs qui n'ont pas le temps d'aller vérifier d'eux-mêmes l'information, qui n'ont pas le temps d'aller s'assurer. Et donc en fait, il suffit de prétendre soit une source d'autorité qui est reconnue, qui est perçue comme telle. Ce qu'on appelle l'inversion accusatoire aussi. Oui, c'est une façon, vous voyez, et puis vous sortez le point grossier de la personne en question, et c'est très difficile d'aller contre. Ah oui, vous avez parlé de solution finale, bah oui, c'est vrai que c'était pas très fin, et d'essayer de vous rentrer dans un truc, vous êtes déjà en train de vous justifier. En quoi M. Berkoff a justifié? Il n'a pas été ministre de la Santé pendant le Covid. Enfin, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais pourquoi vous fuyez? Parce qu'au final, il n'a jamais répondu à la question. Ouais, quoi. Ouais, mais Et ça portait notamment sur la question, pardon de vous interrompre, il avait juste auparavant souligné cette obligation qu'avaient réussi à placer les laboratoires pharmaceutiques au moment où ils avaient donc livré tous les vaccins à tous les pays du monde. C'est que c'était conditionné, puisqu'il n'y avait pas le délai d'expérimentation suffisant. Eh bien, ils avaient réussi à inclure des clauses dans leur contrat. Alors ça, je ne sais pas si vous avez eu accès à ces contrats, mais en tout cas, comme quoi ils n'étaient pas responsables en cas d'effet secondaire majeur. Moi, j'ai révélé un contrat. Et voyez, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas s'auto-marginaliser? Donc moi, j'ai eu accès au contrat entre Pfizer et le Brésil. Mon cher Juan Branco, justement, puisque cette émission a une particularité, c'est qu'on aborde des sujets sur YouTube et puis un petit peu en fin d'émission sur une autre plateforme qui s'appelle Utréon, grâce à laquelle d'ailleurs on peut produire ces entretiens. Alors je vous proposais de basculer sur Utréon pour parler justement de ce sujet qui est éminemment sensible sur YouTube. Merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube, et si vous souhaitez donc continuer à suivre cet entretien, eh bien vous cliquez juste sur le lien en bas de cette vidéo. À tout de suite. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.